Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci de vos suggestions. On en a retenu une. Celle-là, elle date du mois de septembre. C'est « Donnez-nous le préfet ». Dites-nous ce que le préfet pense de tout ça. Alors tout ça, c'est évidemment un florilège assez impressionnant de thématiques. Et il a accepté notre invitation. Monsieur le préfet, merci d'avoir accepté et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Marajo. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être parmi vous et merci pour votre invitation. Alors, je vous disais en off que vous étiez un excellent client d'après ce que j'ai entendu. Et je suis sûr que nous allons pouvoir, sans langue de bois, exercice difficile quand on est préfet, hein, exercice difficile. Oui, exercice difficile pour une émission qui s'appelle Politiquement Incorrect, ce qui n'est pas forcément, on va dire, la ligne d'un préfet qui essaie plutôt d'être correct dans son expression. Eh ben, on va voir si vous tenez le choc. Quand tous les acteurs économiques vous disent « Monsieur le préfet, ça ne va pas », ça part dans tous les sens, l'incertitude est quasi totale et générale depuis maintenant plusieurs mois. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, c'est vrai qu'on vit une période qui est très particulière. Incertitude sur le plan national, avec l'actualité politique, je n'ai pas besoin de développer. Incertitude aussi sur le plan local, avec des inquiétudes sur l'avenir. Mais je leur réponds qu'il ne faut pas non plus exagérer l'incertitude. Voilà, que c'est aussi parfois utilisé pour vouloir ne rien faire. Alors qu'au contraire, je crois qu'on a des combats à mener. Ouais. Des combats en matière de sécurité, en matière de développement économique, d'environnement. On a de bonnes bases, des gens très compétents, très motivés, une jeunesse qui a envie d'y aller. Et allons-y, quoi. Allons-y. Allons-y, on va les passer en revue, ces fameuses thématiques. Alors, vous m'avez tendu la perche. On va parler d'abord de la lutte contre le narcotrafic. Alors, évidemment, c'est une tarte à la crème, parce que tout le monde nous rebat les oreilles avec la Martinique et la Guadeloupe sur l'autoroute de la poudre blanche, la cocaïne, et puis d'autres substances vers l'Europe, pour des raisons stratégiques, économiques. Les trafiquants, les producteurs de cocaïne disent le marché américain, il est saturé, il est mature, allons vers l'Europe. Et évidemment, sur cette autoroute, il y a la Martinique, la Guadeloupe et un peu également la Guyane. Est-ce que les mesures qui ont été prises, qui sont récentes, sont de nature à infléchir le trafic, ou en tout cas à lui porter un coup sévère ? D'abord, c'est vrai, la Martinique est sur l'autoroute de la cocaïne. Ce n'est pas la seule voie. La majorité passe directement par voie maritime vers l'Europe. Mais c'est une des branches de l'autoroute de la cocaïne. Et ça a des effets très concrets, puisque ça nourrit une délinquance locale, avec les conséquences que vous connaissez sur les homicides. Même si les armes à feu, c'est une autre problématique qui joue aussi oui, il semblerait que le procureur nous dise que, bon, il n'y a pas que la drogue, il n'y a pas que pour protéger des lieux de distribution. Le fait qu'il y ait des armes, alimente les autres formes de délinquance. Et c'est probablement le phénomène le plus nouveau. La cocaïne, on la connaissait depuis déjà très longtemps, avec, c'est vrai, une recrudescence de la production, donc plus de cocaïne qui passe par la Martinique. Mais le fait vraiment nouveau, c'est l'arrivée d'armes neuves, provenance des États-Unis, du Brésil. Et ça, c'est vraiment récent. C'est fin des années 2010, début des années 2020, quand on interroge les policiers de la BAC la nuit. Ils disent, quand est-ce que vous avez vu apparaître des règlements de compte au 9 mm ? Et ils me disent 2018-2019. Et c'est à ce moment-là, sur l'ensemble de l'arc caribéen, qu'on a eu une arrivée de ces armes, qui est probablement le premier facteur explicatif des tentatives d'homicide, avec armes à feu que nous connaissons. Et ça, c'est une tendance qui est extrêmement préoccupante, parce qu'elle touche les autres secteurs de la vie quotidienne. Parce que des règlements de compte entre trafiquants, monsieur tout le monde se dit, bon, ça ne me touche pas, il se gère, comme on dit, mais là, ça va commencer à toucher la population. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on ne semble pas prendre en compte, c'est le fait que monsieur tout le monde, lui aussi, a envie de s'armer pour se défendre, entre guillemets. Est-ce que la situation ne va pas vous échapper ?
Alors, on va tout faire pour que la situation ne nous échappe pas. Il suffit de regarder d'ailleurs une île voisine, Sainte-Lucie, où on se règle ses comptes par arme à feu par des gamins de 14 ans. Ouais. Voilà ce qui est le pire qui puisse nous arriver, c'est ça. Donc le maximum est fait pour éviter cette situation. Et vous avez raison de dire, les armes à feu, en fait, ça touche tout le monde. Parce qu'au départ, c'est peut-être des armes à feu pour trafiquants de stupéfiants, Ouais. mais en réalité, ça percole ensuite. Ça descend dans les basses couches de la délinquance. Ceux qui font des vols à main armée pour des histoires de chaînes en or, Oui, pour des voler un choses ridicules scooter. en plus, oui. Et aujourd'hui, on sort une arme pour cela. Avec tout le risque qu'il y a qu'il y ait des balles perdues, et d'ailleurs, ça arrive malheureusement fréquemment, et que quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec cette délinquance se prenne une balle perdue. C'est ça le principal risque, et ce qui me fait dire que j'ai envie de dire quasiment que le trafic d'armes est quasiment plus inquiétant que le trafic de stupéfiants, même si les deux sont quand même entremêlés. Alors, le lien entre ce trafic lié aux stupéfiants et l'économie est réel, puisque si les Martiniquais prennent entre 15 et 20% de commission pour sortir des ballots de la mer, maintenant, il semble-t-il, il y a une transformation du produit, puisque la cocaïne est coupée ici dans des laboratoires. Cet argent, alors certains l'estiment à plusieurs centaines de millions d'euros. La valeur de ce qui est exporté, là, on est pas loin du milliard d'euros. Si on enlève cet argent qui nourrit l'économie, il y a un risque de déstabilisation certain. Alors, c'est difficile de vous donner un chiffre de l'économie parallèle gérée par la drogue. Il y a des estimations au niveau national, c'est difficile de le faire pour la Martinique. Mais oui, l'argent de la drogue part toujours quelque part. Ouais. Elle part pas forcément ici en totalité sur la Martinique, parce que lorsque vous avez des réseaux de trafiquants avec des têtes de pont qui sont notamment dans l'Hexagone, l'argent majoritairement part dans l'Hexagone. Mais vous en avez quand même une partie qui reste ici. Tout l'enjeu pour nous maintenant, c'est de détecter et arriver à trouver où est-ce qu'elle part. Et il faut le reconnaître, c'est un chemin que l'on a peu emprunté ces dernières années, un chemin ardu, à réussir à trouver où part la drogue, qui est souvent sous forme de petites coupures. Ça suppose d'aller s'intéresser à des économies parallèles, ça suppose d'aller regarder des commerces. Mais il paraît que vous tapez du poing sur la table vis-à-vis des banquiers, en leur disant, messieurs, vous ne pouvez pas continuer à être, le mot est peut-être fort, mais on est politiquement incorrect, complice du blanchiment, parce qu'en fait, l'argent, il est forcément blanchi. Alors, l'argent est forcément blanchi à un moment ou à un autre. Ouais. Alors oui, j'ai réuni les banquiers il n'y a pas plus tard que le mois dernier, un petit déjeuner, très évidemment avec beaucoup de douceur. Je leur ai dit que c'était quand même le sujet prioritaire de la Martinique, et de bien faire attention à saisir Tracfin, qui est donc l'organisme qui vérifie notamment les comptes, et qui, dès qu'il y a une suspicion, que quelqu'un arrive avec 10 000 euros en petite coupure, normalement, il doit y avoir une alerte qui se fait. Bon, ils me disent que tout est fait de leur côté. De l'autre côté, je vois que Tracfin est très peu saisi. Vous avez des doutes. Donc, en tout cas, il faut une mobilisation de tous, même si j'ai tendance quand même à croire que la majorité du blanchiment d'argent ne se fait pas forcément par le réseau bancaire classique, qui reste très contrôlé, mais beaucoup plus par de l'investissement. Je suis étonné, par exemple, par le nombre de hors-bord qu'il y a ici. Il y a vraiment... Et puis, on peut avoir un hors-bord en n'étant pas forcément quelqu'un de très riche. Surtout quand vous avez 3 moteurs de 400 chevaux derrière. Oui, par exemple. Alors, si en plus vous êtes au RSA, c'est assez étonnant. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui nous interpellent. Des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte. Parce que de plus en plus de barbeurs, de plus en plus de pâtisseries, de plus en plus de blanchisseries, sans jeu de mots, des vrais, ça doit vous interpeller, ça. Oui, ça interpelle également dans l'immobilier. Certains programmes immobiliers dont on peut se poser quelques questions. Même s'il faut être très honnête, c'est difficile. C'est difficile pour des enquêteurs de réussir à prouver le blanchiment. Mais on a fait quelques belles opérations ces dernières années, à mon avis de manière insuffisante. Avec le procureur général et le procureur, on en a fait vraiment une priorité. On a dédié des effectifs de police et de gendarmerie qu'on a formés à la lutte contre le blanchiment.
C'est des enquêtes qui durent des mois, hein, il faut reconnaître. Donc on plante pour être crédible devant un tribunal, il vaut mieux avoir des choses solides. On plante les graines pour essayer d'avoir une moisson dans les mois et années qui viennent. Alors, l'une des thématiques qui est, je dirais, le corollaire de ce qu'on vient d'évoquer, c'est la sécurité des biens et des personnes. Alors, évidemment, c'est toujours un moment de conflit entre les forces de l'ordre qui disent écoutez, on fait le boulot, et puis, monsieur tout le monde, la presse qui dit mais on a l'impression d'une explosion de l'insécurité. Vous seriez. Vous verriez ça comment? De quel côté êtes-vous? Moi, d'abord, je me fie aux chiffres. On peut les critiquer, dire que les statistiques, mais enfin, quand même, ça montre des tendances. Qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années? On voit une augmentation de la violence haut du spectre. Les homicides, tentatives d'homicide, vol à main armée. Ça, c'est spectaculaire. Vous le voyez, vous en faites le relais en tant que journaliste. Et forcément, ça interpelle tout un chacun, avec le risque, comme on disait tout à l'heure, de se prendre une balle perdue. Donc, ça insécurise très fortement. De l'autre, moi, je rappelle que la Martinique, au niveau de cambriolage et de vol, il n'y a pas plus de cambriolage et de vol que n'importe quel département moyen de l'Hexagone. Alors, c'est étonnant, cette distorsion, mais ça doit nous amener à aussi concentrer nos efforts sur cette violence la plus visible qui fait peur à tout le monde, en fait. Et qui crée aussi cette insécurité, cette réelle... J'aime pas utiliser le terme de sentiment d'insécurité, parce qu'il y a un côté un petit peu méprisant, c'est que du sentiment. Non, il y a une insécurité, mais elle est sur cette insécurité d'abord sur le haut du spectre, sur cette violence très, très frappante. Beaucoup de sociologues, d'anthropologues disent mais c'est lié au niveau de précarité de cette île. Alors bon, j'ai pas envie de vous embêter avec des chiffres, mais j'ai pris 5 indicateurs qui, comparés à leur pendant national, sont très inquiétants. La CMU, le RSA, l'illettrisme, le seuil de pauvreté et même la mortalité infantile. Tous ces indicateurs sont largement supérieurs à ce qui se passe au niveau national. On sait qu'aujourd'hui, il y a entre 30 et 40% de la population qui vit des moments difficiles sur le plan économique. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette insécurité, cette montée de l'insécurité et la pauvreté? Alors, il y a une pauvreté importante ici en Martinique, indéniablement, très supérieure à n'importe quel territoire en France, qui est un lien sociologique entre cette pauvreté et le niveau notamment des atteintes aux biens. Je ne vais pas le contester, c'est une réalité. Par contre, ça ne peut pas être une justification. Moi, je crois que quand vous avez quelqu'un qui fait un vol à main armée, on ne peut pas dire que cette personne qui a fait un vol à main armée, c'est parce qu'elle a connu une situation de pauvreté que ça peut justifier. Ça, moi, je ne peux pas accepter ce discours-là, ne serait-ce qu'à par égard pour tous ceux qui sont très modestes, vivent chichement et qui travaillent, ou qui respectent tout simplement les lois de la République. On ne passe pas de temps au cambriolage, on pense aux jeunes qui, face à toute une série de blocages, parce que c'est quand même une société qui est bloquée dans un nombre très important, on va dire, de schémas, en particulier les schémas économiques. Le jeune qui, face à une proposition de deal, de drogue, et l'espérance de gain qu'elle représente, va flancher très rapidement. Oui, mais M. Marajo, vous noterez que, par exemple, pour tous nos dispositifs de formation, d'insertion pour des jeunes, il y a des places libres. Le RSMA manque de bras. Il y a des possibilités d'insertion sur plein de métiers
dans lequel on peine à recruter. Les chefs d'entreprise ne cessent de dire qu'ils n'arrivent pas à recruter. Les agriculteurs, Les agriculteurs emploient des Haïtiens, vous allez venir là-dessus forcément. Et maintenant des Costaricains. Et maintenant des Costaricains, ça c'est vous qui le dites, je suis moins sûr. Mais enfin, ça montre quand même qu'on a la possibilité d'insérer même des jeunes très éloignés de l'emploi, avec des passifs éducatifs assez lourds. On y arrive, il y a de très belles histoires partout, et heureusement, c'est même la majorité. Alors oui, par contre, en revanche, il y a la puissance du narcotrafic, parce que la puissance du narcotrafic, c'est de l'argent facile, mais c'est aussi une durée de vie assez courte. Voilà. Parce qu'il suffit de voir la trajectoire des délinquants que nous envoyons en Ducos, armés ou qui ont commis des vols armés, voire des homicides. C'est très rapide. En quelques années, même pas quelques mois, ils sont passés à un niveau de richesse très élevé, et ensuite leur vie professionnelle, entre guillemets, illégale, s'est interrompue rapidement. Allons plus loin. Il n'y a pas de corollaire, mais on est quand même forcé de l'évoquer, la question de l'immigration clandestine. Alors, évidemment, pendant très longtemps, les autorités d'État ont très objectivement minimisé le phénomène, jusqu'à ce que les médias s'y intéressent. L'une de nos confrères a fait un reportage sur le Prêcheur il y a quelques années, et les habitants du Prêcheur lui disaient on a environ 200 immigrés, essentiellement d'origine haïtienne à l'époque, par mois. Alors moi, j'ai fait un petit calcul, ça fait 2400 personnes par an, uniquement sur la ville du Prêcheur. Alors, je ne sais pas quelles sont les données que vous avez, mais quand on interroge des professionnels du BTP, de la restauration, de l'agriculture, ils nous disent, c'est pas compliqué. Si on n'avait pas de travailleurs immigrés, on n'aurait pas de business. Est-ce que c'est les infos que vous avez? Alors, vous me demandez des chiffres des situations irrégulières. Par principe, si elles sont irrégulières, je ne les connais pas. Moi, je ne peux que connaître que ce qui est en situation régulière. Mais posons des chiffres, parce que c'est important. Allons-y. En situation régulière, vous avez un peu plus de 8000 personnes ici en Martinique. Ça représente 2,4% de la population. Donc ça ne fait pas de la Martinique, ou vu des étrangers en situation régulière, un département avec un énorme problème migratoire. Mais de l'autre, il est évident que nous avons une population importante en situation irrégulière. D'abord des Saint-Luciens, voilà, avec souvent des mouvements. Des allers-retours vers leur pays. Mais c'est les Saint-Luciens d'abord en premier, ensuite les Haïtiens, qui sont arrivés souvent par des vagues migratoires. La dernière, c'est celle de 2019, qui arrive ici, souvent en demandant l'asile, qu'ils l'ont ou qu'ils ne l'ont pas, et qui ont effectivement tendance à rester, en sachant que vous savez que la situation à Haïti est très difficile. C'est lié à la dégradation sécuritaire, avec les gangs. Voilà. Même si nous reconduisons des Haïtiens en Haïti, faisons en particulier toutes les personnes qui ont des problèmes de délinquance, mais le fait est que nous avons une part non négligeable d'Haïtiens en situation irrégulière. L'un des précédents ministres des Outre-mer, Jean-François Carenco, avait demandé à mon prédécesseur de pouvoir autoriser ces Haïtiens à travailler. Il y a eu des régularisations. Il y a eu des régularisations temporaires, sous réserve qu'ils travaillent dans des secteurs en tension. La canne, la banane, un peu le maraîchage. Ce qui a été fait, voilà, et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous restés dans la canne, la banane et le maraîchage. Il paraît que dès qu'ils sont régularisés, un certain nombre d'entre eux partent en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est devenu plus difficile, mais en Europe, oui. Alors, en Europe, pas tant que ça, pour ceux qui, comme je l'expliquais, ont eu l'autorisation de travailler pendant une période temporaire. Mais lorsqu'il y a des régularisations, oui, bien sûr, il y a des mouvements vers l'Hexagone. Donc, en fait, vous n'avez pas de chiffres, mais quand on analyse les secteurs avec les responsables, ils nous disent, écoutez, sans ces travailleurs, nous ne pourrions pas fonctionner. C'est à la fois vrai et pas vrai. Dites-nous ça, parce que ça nous intéresse. Vrai, parce qu'effectivement, pour certains métiers difficiles, je pense à couper la canne, je pense à un secteur de la banane, vous avez énormément de mal à recruter, et le fait est que vous avez des Haïtiens notamment qui
qui sont là et qui peuvent travailler. Après, ça ne doit pas être une justification pour considérer qu'on n'a pas de progrès à faire en matière de formation, en matière aussi de qualité de vie au travail. Et d'incitation financière. Et notamment les salaires. Vous avez tiqué quand j'ai parlé de Costa-Ricains. Vous êtes au courant ou pas? Alors, je sais qu'il y a quelques Costa-Ricains, oui, tout à fait, vous êtes très très bien renseigné, M. Marajo, comme l'accoutumé. De là à dire que c'est majoritaire, pas forcément. Alors, souvent parce qu'en fait, que ce soit dans la canne ou dans la banane, il y avait une longue tradition d'emplois saisonniers en provenance de Sainte-Lucie. Et ça se réduit un peu ces derniers temps, d'où la recherche, encore une fois, dans un système saisonnier, donc légal, d'autres personnes, et en particulier des Costa-Ricains. Alors, on va faire un grand bond de côté. On va parler de nos amis, les gestionnaires des collectivités locales en Martinique. Il y a à la fois une actualité politico-judiciaire très intense, mais je ne vais pas vous demander de la commenter. Merci. Par contre, ce que je vais vous demander de commenter, c'est l'état cataclysmique dans lequel se trouvent ces collectivités sur le plan financier. Prenons l'exemple de la CTM. Il y a des centaines d'entreprises et d'associations qui ne sont pas payées, alors que, quand elles vont devant les tribunaux, elles obtiennent gain de cause et les tribunaux exigent que ces entreprises soient payées via des réquisitions, ou appelons ça, pour que les gens comprennent bien, des saisies. Il semblerait que vous ayez décidé d'appliquer ça de manière ferme, ces fameuses réquisitions, contrairement à vos prédécesseurs qui disaient « bon, on va se calmer », mais la situation n'étant plus tenable, qu'est-ce que vous avez pris comme décision là-dessus ? Alors, d'abord, permettez-moi juste de préciser un point. Vous disiez la situation des collectivités est cataclysmique. Ce n'est pas tout à fait juste. Je prends la situation des communes. Ouais. Vous avez, sur 34 communes, 16 qui paient à moins de 30 jours. Donc, vous avez au moins la moitié des communes. Non, mais c'est bon de le dire. Il y a des collectivités qui sont très bien gérées et, fort heureusement, même si vous avez effectivement des collectivités qui connaissent des difficultés financières. Le paiement est un indicateur, mais quand on regarde leur endettement bancaire, quand on regarde leur capacité de remboursement, justement, de ces emprunts, là, ça devient difficile. Leur capacité d'investissement, ça devient très difficile. Alors, certes, vous avez des collectivités qui ont des difficultés financières qui sont souvent liées à des problèmes structurels, c'est-à-dire, on ne va pas se mentir, des problématiques souvent de masse salariale, de nombre d'agents, contractuels ou titulaires. 75% en moyenne du budget va au paiement des salaires. Alors, disons qu'à plus de 70%, ça devient préoccupant. Et surtout, ça obère les capacités de fonctionnement du service public et d'investissement. Et malheureusement, vous avez quelques collectivités qui, ici en Martinique, sont dans cette situation. Vous avez 9 communes, par exemple, qui sont en trésorerie négative. Ils n'arrivent même plus à payer au quotidien. Ils ne le font que par à-coup. Et puis, vous avez quelques autres structures qui connaissent des difficultés importantes. Vous parliez de la collectivité territoriale de Martinique. C'est une situation qui est connue. D'ailleurs, le président du conseil exécutif, Serge Etchimi, a toujours été transparent là-dessus. Regardez les débats à l'Assemblée sur la nécessité de faire des réformes, sur la nécessité de mettre des plans d'économie. Face à une situation qui est difficile, dont une partie, et je le reconnais, est liée aussi à des décisions au passé, aux décisions nationales. On sait les difficultés qu'il y a sur les aides sociales individuelles, qui ne cessent d'augmenter. Pour autant, il y a aussi une nécessité au sein de la CTM, et je crois que le président en est totalement conscient, de faire des mesures tout simplement d'économie. Alors, parfois ça grince, on entend parfois certains dire « mais j'ai pas eu ma subvention ». Oui, mais il faut être aussi cohérent. La collectivité territoriale de Martinique doit faire des efforts, elle en fait.
à chacun de décider si on en a fait suffisamment ou pas, mais ensuite, ça se traduit effectivement par des réductions d'intervention, je l'espère aussi de maîtrise de sa masse salariale. Après, vous m'évoquez la question de ce qu'on appelle les mandatements d'office. Ouais. Oui, moi j'assume, j'ai un pouvoir de mandater d'office, donc je le fais. Moi j'utilise tous les pouvoirs qui sont les miens. Mais là, en l'occurrence, ça change. Je vais pas commenter le passé. Mais moi, je vais prendre des exemples, mais quand vous avez une entreprise qui est prête à mettre la clé sous la porte parce qu'elle a un passif de créances auprès de plusieurs collectivités, qu'elle n'arrive pas à se faire payer, qu'elle n'arrive même plus à payer ses salaires, non, c'est pas normal. Donc, Surtout on me que donne parfois, la pouvoir. ça dépasse le million d'euros qu'on fait. Et quand ça dépasse, parfois, le million d'euros. Donc, j'utilise ce pouvoir, mais attention, il y a aussi, je note quand même, une petite divergence entre le discours général « on me doit, on me doit, on me doit » et lorsque l'on me saisit. Il y a parfois un petit décalage. Certains ont entendu des promesses qui ne sont pas forcément des créances. Je le dis parce que il faut toujours être précis dans ce qu'on dit. Il y a des confusions possibles. Voilà. Des confusions possibles. Bon, en tout cas, vous avez répondu à la question sur ce point très précis. Ce que je vous propose, Monsieur le Préfet, on marque une petite pause. Je pense que nos amis téléspectateurs et téléspectatrices sont extrêmement attentifs à vos réponses et on revient dans quelques secondes. À tout de suite. Merci d'être resté avec nous. C'est pas tous les jours qu'on a un préfet qui ne pratique pas la langue de bois. Il vient de nous le démontrer sur les fameuses réquisitions ou les mandats d'office sur la CTM. Allons parler des problématiques qui intéressent directement les Martiniquais, les déchets. Il y a un organisme qui devient quasiment fantomatique tellement il est empêtré dans les difficultés, c'est le fameux syndicat martiniquais de transformation et de valorisation des déchets, le SMTVD. Son président vous a demandé de reprendre la main et il est même prêt à confier la totalité de l'entreprise, appelons ça comme ça, à des privés. Une telle déconvenue, ça vous inquiète ? Oui. Ça m'inquiète. D'abord, je ne m'attendais pas à trouver une situation aussi préoccupante sur le secteur des déchets. Je m'y attendais sur l'eau, mais pas sur les déchets. Avec une structure, le SMTVD, qui, en termes de fonctionnement, va pas si mal, mais qui connaît des déconvenues en matière d'investissement depuis plusieurs années. Avec, pour moi, une problématique qui m'occupe au moins toutes les semaines, la crainte de ne pas avoir suffisamment d'exutoires dans les mois et surtout années qui viennent. En clair, pour nos téléspectateurs. En clair, les déchets que vous mettez dans votre poubelle, pour beaucoup, partent soit à l'incinération, ça fonctionne bien, soit dans un trou. On les enfouit. Au petit galion, on les enfouit. Et ce petit galion a connu des difficultés techniques, et notamment pour les prochaines alvéoles, qui sont compromises actuellement par tout simplement, elles sont remplies d'eau depuis déjà un certain temps. Les fameux Lexivia. Exactement. Alors, rassurez-nous, il y a des rumeurs selon lesquelles la Martinique pourrait exporter ses déchets ? Alors, avec le SMTVD, moi, quand j'ai découvert cette situation, on a ouvert toutes les possibilités. On s'est posé la question comment on va faire dans les mois et années qui viennent. Bon, je pense que l'urgence du moment, c'est de traiter le Lixivia. C'est aussi d'améliorer ce qu'on appelle le fond de fouille pour avoir plus de place pour tenir. Mais on va se retrouver nécessairement, je le crains peut-être à partir de 2027, fin 2026-2027, dans une situation où on risque de ne plus avoir suffisamment de place. À ce moment-là, il faudra trouver toutes les solutions. Rien n'a été arbitré à ce stade, on a encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le SMTVD est face à des difficultés techniques importantes
et que le président du SMTVD, vous dites, alors je ne suis pas tout à fait juste, hein, il ne m'a jamais demandé de prendre véritablement la main du SMTVD, ce qui, je le rappelle, n'est pas dans les pouvoirs du préfet. Oui, alors rappelons-le déjà. Ce n'est pas dans les pouvoirs du préfet. Le préfet peut arrêter le budget du SMTVD, ce que j'ai fait d'ailleurs, encore récemment. Mais par contre, je n'ai pas la possibilité de prendre la main sur un service public local. Et ça relève de la démocratie locale. Les Martiniquais votent pour des élus locaux pour qu'ils gèrent des services publics. Mais quand on est face à une faillite, appelons un chat un chat, c'est une faillite. La Chambre régionale de la Cour des comptes stigmatise de manière systémique les déficits, les endettements. Quand on est face à une faillite des élus locaux, parce qu'il faut rappeler qu'ils sont en lien avec les fameuses communautés d'agglomération, qu'est-ce qu'un préfet peut faire ? Ce que je fais depuis déjà quelques mois, je réunis plusieurs fois les élus sur ce sujet, sur le SMTVD assez régulièrement, pour essayer de venir en appui, en aide, en ingénierie, en aide financière également, en faisant appel à de l'expertise nationale, ce qui a été fait il y a quelques mois, et puis pour essayer de tracer un chemin qui permette tout simplement de résoudre le problème auquel on est confronté. Alors quand vous dites qu'il ne vous appartient pas, on va dire, de gérer cet organisme, par contre, les conséquences sanitaires de l'absence de gestion, ça c'est pour vous, ça. Oui, non seulement les conséquences sanitaires, mais aussi ce qu'on appelle la police de l'environnement, où je dois veiller à ce que toute installation industrielle ou de ce type doit respecter les règles nationales et européennes. Alors c'est pas très ragoûtant, mais toutes les carcasses d'animaux qui meurent sur les routes ou qui meurent dans les exploitations agricoles, théoriquement, devraient être traitées par une unité spécifique. Là, elles sont envoyées à la Pointe Jean-Claude et enfouies alors que, théoriquement, c'est totalement interdit. Alors, non, ça n'est pas totalement interdit. C'est dans un cadre réglementaire qui a été fixé. Une dérogation. Même si il est juste de dire que nous avons un problème d'exutoire pour ces carcasses et qu'à date, la seule solution à ce jour est effectivement de les enfouir. Mais c'est qu'un petit problème par rapport à l'ensemble des problèmes du SMTVD. Les problématiques sanitaires. Le Lixivia, vous en avez pour 90 000 mètres cubes, ce qui est considérable. Ça va coûter des dizaines de millions d'euros de traiter ce jus d'ordures. Et vous n'êtes pas très optimiste là-dessus, apparemment. Je souhaite qu'on avance vite, que notamment les entreprises qui savent faire ce genre de choses soient mandatées rapidement. Je crois qu'il y a un engagement du SMTVD aussi d'avancer vite là-dessus. Je ne sais pas si on arrivera à faire tous les travaux nécessaires avant qu'il n'y ait plus de place. C'est ça ma préoccupation du moment. Ce qui est dramatique, c'est que on sait que ça produit du Lixivia, des ordures, et il devait théoriquement avoir une unité de traitement de Lixivia qui n'a jamais fonctionné. Mais bon, ça c'est une autre histoire. D'où le questionnement qu'a initié le président du SMTVD, qui à mon avis est une question légitime, qui est de se dire ce centre d'enfouissement est géré en régie. Avec des ingénieurs qui font bien leur travail, je veux les saluer, parce que c'est très difficile pour eux et ils font du bon travail. Maintenant, quand un service qui est en régie est confronté à de telles difficultés d'investissement, on peut se poser la question s'il ne faut pas faire appel à des spécialistes du sujet. Et il y a quelques grandes boîtes nationales, internationales, comme en Guadeloupe, comme à Saint-Martin, qui gèrent ce type de structure parce qu'ils ont un savoir-faire, une force de frappe que nous n'avons pas. Cette question, ça n'est pas à moi de la résoudre, c'est aux élus locaux. Et je pense qu'après les municipales, probablement, le débat aura lieu, et tant mieux. Mais en tout cas, il est légitime, ce débat. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que du côté des déchets, on nous dit, bon, les élus ne savent pas faire, allons vers le privé. Quand on passe à la problématique de l'eau, où les privés gèrent, mais c'est pareil, le résultat est pareil. Dans un pays où il y a 2000 milliards de litres d'eau qui tombent chaque année, avec une population qui consomme à peu près 75 millions de mètres cubes,
on se demande ce qui se passe, quoi. Alors, Parce que c'est devenu structurel, cette histoire d'eau. En tout cas, de rupture de l'approvisionnement des ménages. sur l'eau, la situation, on va dire, me préoccupe un petit peu moins que le SMTVD. Contrairement à ce que vous Contrairement pensiez. à ce que je pensais. Ouais. D'abord, on a certes des réseaux d'eau qui doivent être modernisés, mais quand même pour une partie du territoire, les choses sont faites. Alors, il y a toujours de la casse, il y a toujours certains secteurs qui sont très en difficulté, Ouais. on le comprend bien, mais la géographie de la Martinique n'est pas non plus très simple, hein. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est que vous avez une partie du territoire qui est gérée notamment par Odyssey, Ouais. dont vous connaissez aussi la situation Les difficultés. financière délicate, Ouais. qui est un organisme qui est une régie, qui est endettée. Il va nous falloir probablement aussi accompagner vers une stratégie de redressement de cet organisme. Moi, en tout cas, je l'appelle de mes voeux, parce qu'on ne peut pas avoir, comme c'est le cas en Guadeloupe, des réseaux d'eau où les gens ne paient pas l'eau, ne paient pas en tout cas tous l'eau, refusent que le prix de l'eau augmente depuis des années, ne font pas d'investissement, donc résultat, les tuyaux se dégradent. Ça détériore, ouais. Au bout d'un moment, ce modèle-là, il ne tient pas. Donc il va falloir avoir le courage de prendre aussi, de regarder la réalité en face et de la nécessité de trouver une solution pour Odyssey. Je sais les élus très très concernés Ouais. par ce sujet, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et puis, à terme, peut-être faudra-t-il aussi, en tout cas, il y a une habilitation qui a été demandée par la CTM, au moins pour que la production de l'eau, c'est-à-dire les usines d'eau, les forages, pourquoi pas, ne soit pas mutualisée au niveau de la Martinique. Parce qu'on voit en période de sécheresse, tout le monde se dispute l'eau. Donc, il est temps peut-être qu'on mette fin à ça. La notion de dispute, en l'occurrence, est particulièrement étonnante. Mais ça ne vous consterne pas, le fait que, de manière systématique, les élus, dans leurs prérogatives, échouent et se tournent de manière quasiment systématique vers vous? Alors, d'abord, les élus n'échouent pas en permanence. Non. Vous allez faire sourire de concitoyens. Je veux quand même les défendre, d'abord parce qu'ils sont élus, parce qu'ils font, pour beaucoup d'entre eux, tout leur possible pour gérer des services publics qui ne sont pas simples à gérer. Ils héritent de situations difficiles. Ils ont parfois des collectivités à gérer dans lesquelles ils doivent, avec une masse salariale qui est un héritage de décennies de situations. Donc, non, je crois que beaucoup d'élus font ça avec... Je ne suis pas sûr que les magistrats de la Chambre régionale de la Cour des comptes partagent votre avis, parce qu'eux, à longueur de rapport, ils mettent en cause à la fois la probité de certains élus, pas de tous bien évidemment, et puis surtout les modèles de gestion. Je répète ma question, est-ce que vous êtes déconcerté ou est-ce que pour vous, tout ça est très normal ? Non, tout ça n'est pas très normal, mais pour autant, ne généralisons pas tout à fait, partir de cas particuliers. On est sur deux dossiers, l'eau et les déchets. Sur ces deux dossiers, je rajouterai l'assainissement. Oui, j'ai pas voulu y rajouter. Oui, c'est vrai, il y a un besoin d'accompagnement de l'État qui est fort. Ouais. Pour partie, c'est lié quand même à des situations qui sont un peu extraordinaires de droit commun, parce qu'en Martinique, on est face à une géographie, à des problématiques environnementales très, 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 très difficiles. D'autres sont des héritages du passé, des pratiques notamment où, disons-le, on ne doit pas confondre la gestion d'une collectivité et Pôle emploi. C'est deux choses différentes, mais c'est souvent un héritage du passé, donc il faut avoir le courage de revenir dessus. Et le rôle de l'État, c'est d'accompagner sans se substituer. La différence est parfois un peu ténue. Et certains de vos collègues l'ont franchi. Hein. Je pense à la Guadeloupe, où l'État a dit, bon, ça suffit, quoi. Je reprends la main.
Sur l'eau. Oui, sur l'eau, ils sont allés très loin Ouais. en Guadeloupe. J'espère ne pas avoir à faire ça sur l'eau et sur les déchets. J'allais vous poser la question. Mais si on regarde légalement, non, Ouais. légalement, encore une fois, l'État ne peut pas se substituer Ouais. à une collectivité territoriale face à un service public défaillant. Il Sauf- peut aller très loin, par contre, dans l'accompagnement. Ouais. Il peut utiliser les pouvoirs budgétaires qui sont les siens. Mais de là à se substituer, à dire à un élu, désolé, vous partez, je prends la place, Ouais. ça c'est une situation qui n'est pas légalement possible aujourd'hui. Sauf si les parlementaires décident autrement. Parce qu'avec la loi sur l'eau spécifiquement applicable à la Guadeloupe, l'État a pu intervenir, notamment sur la gestion des travaux, etc. etc. Vous pensez que vous êtes proche de cette situation ou plutôt éloigné? Moi, je mise d'abord sur l'accompagnement, d'abord sur le dialogue, Ouais. prendre conscience. Après, si on est en situation de blocage complet, face à, on va dire, des élus qui refusent de voir une réalité. Il y en a? Là, je ne le constate pas aujourd'hui sur les D'accord. dossiers qu'on a évoqués. Ok. Il y a une prise de conscience. Je ne dis pas qu'elle est publique, Ouais. mais il y a une prise de conscience. Dans ce cas, je peux être amené à faire un accompagnement un peu plus renforcé, mais sans me substituer. Voilà. Libre administration des collectivités territoriales, ça fonctionne ici aussi dans cette collectivité. Dans ce territoire. On l'espère en tout cas. Là, par contre, c'est dans votre domaine, c'est de votre domaine, la gestion des sargasses. Alors, vous avez vu ce qui se passe au Robert. Il y a une espèce de... Là, il y a une vraie rébellion des habitants. Vous avez déjà été confronté à, on va dire, à une situation un peu tendue. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai lu 2 rapports de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui dit la façon dont les sargasses ont été gérées par les villes de la côte atlantique, certaines d'entre elles en tout cas, est catastrophique. Je crois que, d'abord, effectivement, la colère est forte. Et moi, je la comprends parfaitement. Ouais. Je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré des gens. C'est difficile. Hein. C'est difficile quand on vit au quotidien face aux sargasses, la puanteur, les risques pour la santé. Ouais, les atteintes à la santé. Tout ça n'est pas vivable dans certains endroits. Donc, je peux compatir là-dessus. Alors, est-ce qu'on n'a rien fait ces dernières années? Non. Je pense qu'on a quand même, notamment avec le ramassage en mer qui concerne l'État, le ramassage à terre qui concerne les collectivités, on a quand même progressé ces dernières années, mais on est trop encore dans une situation de gestion d'urgence. C'est-à-dire qu'on se déploie quand les radeaux on arrivent, réagit. En fait. on réagit. Ouais. Maintenant, il faut qu'on entre dans une situation vraiment de programmation. D'où la pression que je mets en ce moment sur les collectivités, sur le GIP auquel on est associé avec la collectivité, pour qu'on profite de la période où il y a moins de sargasses, pour qu'on avance sur les moyens, en particulier les barrages, même si on a 15 km de barrages, mais on peut avoir beaucoup plus. Sur les questions de stockage, c'est difficile, le stockage, mais on est encore... dans des solutions qui sont de bricolage, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Aussi qu'on aide ceux qui veulent valoriser. Il n'y a pas beaucoup de solutions, honnêtement, qui permettent de valoriser, mais il y en a quelques-unes, il faut les pousser. Et je pense qu'on en peut faire mieux, mais je ne vais pas non plus mentir. Nous sommes face à un phénomène que nous ne maîtrisons pas. Les algues arrivent, de plus en plus d'ailleurs. Et dans certains endroits, ça va être très difficile de les ramasser, que ce soit en mer ou à terre. Il y a des zones dans lesquelles, même avec les moyens que l'on a, on ne sait pas faire. D'où la nécessité aussi d'innover pour trouver des moyens adaptés à ces secteurs. Je pense des secteurs qui ont de la mangrove, des secteurs, le marigot par exemple. C'est très compliqué le marigot, parce que vous avez une baie comme ça, avec beaucoup de vagues. C'est très difficile d'intervenir en mer comme à terre. Il va falloir qu'on innove pour trouver des solutions à ces endroits-là. Est-ce que vous entendez les critiques qui sont adressées aux responsables, au sens large, donc à la fois l'État et les collectivités, et qui disent que c'est le niveau budgétaire engagé est beaucoup trop faible par rapport à ce qui se passe en Bretagne avec les algues vertes? Est-ce qu'il n'y a pas un palier à franchir d'aide
d'intervention financière massive de manière à régler une partie des problématiques? Alors déjà, sur l'année 2024, l'État met 6 millions d'euros pour les sargasses, dont presque 2 millions pour le ramassage en mer. On compare beaucoup à la Bretagne, en disant en Bretagne, il y a beaucoup de moyens, contrairement à la Martinique. C'est vrai qu'en Bretagne, l'État a été condamné à plusieurs reprises. C'est vrai, mais je suis quand même allé vérifier. Prenons le département. Vous avez pris oui, vos bottes je vais vérifier. Non, je vais vérifier dans les rapports, quand on voit précisément sur les Côtes-d'Armor, qui est le département le plus touché. Le coût du ramassage pris en charge par l'État, c'est pas plus en montant qu'ici en Martinique. Je fais cette petite précision, parce que c'est utile. Pour autant, je suis le premier à reconnaître qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques que l'on a, on pourrait faire plus avec plus d'argent. Voilà. Ça, au moins, vous le confirme. Je le confirme, parce que moi, par exemple, sur 2025, nous avons engagé 2 millions d'euros sur le ramassage en mer. C'est très coûteux, mais c'est très efficace. Hein. On ramasse 3 fois plus en mer qu'à terre. J'étais en limite de mes capacités financières. Hein. J'ai dépensé les 2 millions jusqu'au centime près. C'est sûr qu'on pourrait faire plus. C'est une question maintenant de moyens. Il y a un plan Sargasses 3 qui est en cours de constitution pour l'après 2026. La question des moyens se posera nécessairement. D'où aussi ma volonté, je le dis, parce que des moyens, il y en a aussi localement. Il y en a un d'ailleurs qu'on oublie assez souvent, ça s'appelle le FEDER. Et j'aimerais beaucoup qu'on utilise le FEDER pour multiplier des investissements en matière de barrages. Voilà, c'est ce qu'on emploie depuis quelques semaines en pleine coopération, et je veux saluer la collectivité territoriale de Martinique. Le message est passé. Alors, l'État a une épine dans le pied, c'est celle, pas qu'une, mais bon, au moins celle-là, elle est plutôt douloureuse, c'est cette fameuse question de la chlordécone. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur le scandale et sur le reste. Par contre, il est clairement établi qu'un certain nombre d'individus continuent à planter des légumes sur des terres chlordéconées et à les commercialiser le long des routes. Il est clairement établi qu'un certain nombre de grossistes utilisent, on va dire, des certificats d'agrément de terre pour faire passer des légumes qui ne sont pas cultivés sur ces terres-là. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour dire stop à cette espèce de raccourci frauduleux qui empoisonne les Martiniquais? Alors, vous évoquiez une épine dans le pied. C'est pas une épine dans le pied, c'est plus que ça. C'est un scandale sanitaire dans lequel la responsabilité de l'État est engagée, disons-le clairement. D'ailleurs, le président de la République a reconnu la part de responsabilité de l'État. Et nous devons tout faire pour protéger les Martiniquais, pour aussi tracer un avenir, pour tendre notamment vers le zéro chlordécone en matière d'alimentation. Il en va de la santé des Martiniquais. Aujourd'hui, les contrôles sont effectués. On fait environ 1 millier de contrôles par an sur les denrées sanitaires commercialisées, végétales ou animales, également tout ce qui est produit de la mer. Je dirais que la problématique aujourd'hui, elle n'est pas tellement sur l'économie formelle. On atteint des taux de conformité qui frôlent les 100%. Les cas où nous avons des non-conformités, c'est très souvent l'économie informelle. Plus d'ailleurs les produits de la mer, voilà, en bordure de route, où nous avons encore malheureusement de la vente de poissons qui est une forme de braconnage, puisque ça a été fait dans des zones qui sont interdites à la pêche. Et puis, par ailleurs, il peut y avoir des produits végétaux qui ont été cultivés dans des zones chlordéconées et qui sont vendus au bord de la route. Les quelques cas que nous avons, et tout cas est préoccupant, c'est souvent de ce type de situation. Ça n'empêche pas qu'on fait quand même des contrôles directement dans les champs,
Oui. Voilà, parce que certains nous ont dit, vous le faites que au moment de la vente. Non, on le fait aussi dans les champs. Peut-être pas suffisamment, on en fait une centaine, un peu plus de 150 par an. J'ai entendu dire dans votre émission, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Merci oui, je vous suis, monsieur Marajo, qu'on ne va jamais chercher là où il faut. Dites-le nous. Ouais. Dites-le nous, on sera prêt à aller faire des contrôles. Là-dessus, il faut un message de fermeté. On ne peut pas dire, d'un côté, l'urgence, c'est d'atteindre le zéro chlordécone, et de l'autre, tolérer que certains aillent faire de la pêche dans une zone interdite ou cultivée dans une zone où ils savent que c'est chlordéconé, le vendre et dire « c'est pas mon affaire ». Ça, c'est pas acceptable. Il faut qu'on soit cohérent. Donc oui, on est ferme là-dessus et les contrôles se renforceront. Et j'ai bien noté la préoccupation sur, si j'ai bien compris, dans le nord de la Martinique, certains endroits... Vous avez le nom des villes et vous irez voir ce qui s'y passe. Alors, je ne peux pas vous laisser repartir sans vous poser la question de cette fameuse évolution institutionnelle après la tenue du Congrès des élus, non pas sur ce que vous en pensez, mais sur ce qui avait été considéré comme une promesse de l'État, à travers la parole du président de la République, qui avait dit « Ne vous inquiétez pas, dès la fin du Congrès, on met en place des groupes de travail pour discuter de ce que serait la Martinique après une évolution institutionnelle. » Ils sont où ces groupes de travail ? Alors, d'abord, je me garderai de prendre position sur un tel sujet qui est éminemment politique et qui est un sujet de très grande importance. L'avenir institutionnel de l'île, la demande d'un pouvoir normatif local, qui est une aspiration et auquel, d'ailleurs, le président de la République a dit qu'il souhaitait répondre, en tout cas, à cette aspiration. On verra sur la méthode, on verra sur le contenu. Il y aura forcément des discussions à avoir au plus haut niveau. Je vous pose la question parce que je pensais que vous auriez été partie prenante de l'organisation de ces fameux groupes de travail. Et je vous confirme que le président de la République a annoncé qu'il y aurait des groupes de travail, et il y en aura, voilà, qui va se réunir très prochainement. Très bien. Très prochainement, auquel moi je participerai à mon modeste niveau, et en étant plutôt en soutien de la réflexion. Voilà, il y a des questions qui sont techniques, au demeurant, qui méritent d'être débattues, d'apporter un peu le savoir-faire des fonctionnaires locaux qui savent aussi un peu faire ce travail. Mais ça restera un sujet éminemment politique et qui évidemment, aura une résolution au plus haut niveau dans le dialogue et la concertation. Nous l'espérons tous. Monsieur le Préfet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pu éclairer nos concitoyens sur un certain nombre de questions qui restent difficiles. On vous souhaite le plus grand courage. Merci. Et bien évidemment, on souhaite vous revoir très bientôt. Oui. Parce que vous avez du pain sur la planche. Merci encore. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.